Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour la review de No Way Out 2009, un show qui m'avait pas mal marqué quand j'étais plus jeune. Donc j'étais assez impatient de le revoir pour justement voir si mon avis allait changer, oui ou non. Donc comme d'habitude je vais vous présenter le pay-per-view avant d'attaquer la review du show. Le pay-per-view s'est tenu le 15 février 2009. Donc c'était à Seattle, à la Washington, dans la Key Arena, devant 11 200 spectateurs. Et le thème musical de ce pay-per-view, donc c'était Hunt You Down du groupe Saliva. C'est peut-être mon thème préféré ever pour un pay-per-view de la WWE. J'adore ce thème, tout simplement j'adore ce thème. Et si vous l'avez jamais entendu, je ne peux que vous le conseiller. Voilà, bah écoutez, la présentation du show étant terminée, on va donc pouvoir attaquer la review de ce show. Et donc l'opener de ce pay-per-view, donc c'était l'Elimination Chamber match pour le WWE Championship. Donc c'était le Chamber de SmackDown. Donc au niveau des participants, on avait Triple H, l'Undertaker, Edge qui était le champion, Vladimir Kozlov, le Big Show et Jeff Hardy. Un petit peu comme pour Armageddon 2000, que ce soit pour celui de Raw ou pour celui de SmackDown, vous allez voir qu'il y a un catcheur dans chaque chamber qui n'a pas forcément sa place. En tout cas, vous voyez ça en 2017, c'est vrai que vous vous dites qu'est-ce que ce mec-là fout là. Et par exemple, pour celui de SmackDown, on peut se le dire, et c'est pas méchant, mais très clairement, on peut se dire qu'est-ce que fait Vladimir Kozlov à côté des autres catcheurs que je vous ai cités. C'est vrai qu'il fait un petit peu tâche, mais il faut pas oublier qu'à cette époque-là, le mec était vraiment pushé et pas qu'un peu, puisqu'il avait eu des matchs de championnat en fin d'année 2008, notamment à Survivor Series, si je me souviens bien, et il avait même battu l'Undertaker dans un épisode de SmackDown. Donc voilà, Kozlov à l'époque, il était vraiment booké comme un monstre, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'on revoit ça en 2017, on se dit, qu'est-ce qu'il fout là quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu spécial. Alors, les deux premiers catcheurs donc, qui ont débuté le match, c'était Jeff Hardy et Edge. Ensuite, c'est Kozlov qui est rentré, le Big Show, Triple H et en dernier, l'Undertaker. Donc je vais vous faire donc les éliminations, comment ça s'est passé. Donc le premier éliminé c'était Edge, donc le champion, qui se fait éliminer très rapidement au bout de seulement 3 minutes de match, puisqu'en fait il a voulu porter un spear sur Jeff Hardy, qu'il a contré en petit paquet, et du coup Edge s'est fait éliminer, donc du coup on voyait tous les autres participants qui rigolaient un petit peu, qui se moquaient, et Edge qui était au bout de sa vie, très clairement il était au bout de sa vie, et donc voilà, Edge se fait éliminer, mais vous allez voir qu'on le reverra un peu plus tard, et ça va consolider un petit peu sa légende en tant que The Ultimate Opportunist. Ensuite, c'est Vladimir Kozlov qui se fait éliminer par l'Undertaker au bout de 23 minutes de match. Donc comme vous pouvez voir, il y a un énorme écart entre le premier et le deuxième éliminé. Donc le Taker qui élimine Kozlov avec un last ride powerbomb. Ensuite, c'est le Big Show qui se fait éliminer par Triple H au bout de 26 minutes de match. Alors lui, il a pris la totale. Il s'est pris une superplex du Taker, un pedigree de Triple H et une Swanton Bomb de Jeff Hardy du haut d'une cellule. Et donc du coup, c'est Triple H qui a fait le tombé. Donc voilà, le Big Show a ramassé très cher. Euh, et l'avant-dernier éliminé, juste avant la finale, c'est Jeff Hardy qui se fait éliminer par l'Undertaker au bout de 28 minutes de combat par un Tombstone Piledriver. Et donc la finale, c'était Triple H et l'Undertaker. Le public qui était dégoûté, hein. Très clairement, quand Jeff Hardy s'est fait éliminer, il y a eu vraiment limite un silence. C'était vraiment, de toute façon, Jeff Hardy, en 2009, c'était le chouchou du public. Même en 2008, hein, c'était vraiment, pour moi, la star de la WWE. Il n'y avait pas à chier. C'était vraiment celui qui recevait le plus de pop de la part du public, très clairement. Donc sinon, la finale entre Taker et Triple H, je l'ai trouvée bonne. C'était une bonne finale. On a notamment Triple H qui s'est relevé d'un chokeslam et d'un Tombstone Piledriver. On a le Taker, lui, qui s'est relevé d'un gros Spinebuster et d'un pedigree. Et finalement, donc, à la fin, comment est-ce que ça se passe? En fait, on a le Taker qui a voulu porter un last try de Powerbomb. Finalement, Triple H arrive à le contrer et lui porte un pedigree. Et donc, c'est Triple H qui remporte le match et qui donc devient WWE Champion. Ce qui conduira donc au match entre Triple H et Randy Orton à WrestleMania 25. Un match pour la petite anecdote que je n'ai pas aimé. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont bien aimé ce match. Ben moi, c'est très clairement pas le cas.
Donc ça c'était note à part, hein. Sinon donc, je vous ai tout résumé, on va dire, le match. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu les événements qu'il fallait retenir de ce match. Maintenant, mon avis sur ce match, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, j'ai trouvé que c'était un bon match. J'ai trouvé que le défaut qu'on peut citer, c'est qu'il n'y avait pas de sang. Ce qu'on peut également dire pour le deuxième, hein, Chamber. Mais c'est vrai que pour moi, le sang rajoute pas mal de crédibilité et pas mal. En fait, pour moi, le sang dans ce genre de match, c'est limite primordial. Je sais que c'était la première année PG de la WWE, mais voilà, je trouve que le sang, ça manque quand même dans ce genre de match. Mais sinon, voilà, la finale était vraiment bonne. Ça, je vais pas chier par rapport à ça. Par contre, j'ai trouvé qu'il y a quand même eu un gros, vraiment un gros moment de flottement à partir de l'entrée de Kozlov en fait, je dirais jusqu'à l'entrée de Taker. Mais il s'est pas passé quelque chose de notable. Le rythme était très lent. Je me rappelle notamment qu'en fait, quand Kozlov et Shaw étaient dans le ring, c'était limite un duel. C'est-à-dire chaque fois, en fait, ils se faisaient le relais. Chacun mettait un coup à Jeff Hardy. En fait, ils se relayaient. Et c'était assez redondant, c'était assez chiant, je ne vais pas vous le cacher. Mais ça reste quand même un bon match. De toute façon, est-ce qu'il y a déjà eu un mauvais Elimination Chamber match à la WWE? Je pense pas. Donc voilà, bah écoutez, j'ai décidé de mettre la note de 8 sur 10. Donc c'est quand même une bonne note. C'est pas le meilleur Chamber match, mais c'est pas le pire. Donc voilà. Ensuite, le deuxième match de la soirée, et on continuait quand même très fort, puisque c'était l'une des grosses rivalités de 2009, Orton contre les McMahon. Donc c'était Shane McMahon contre Randy Orton, qui à l'époque était le chef de la Legacy, donc avec Ted DiBiase et Cody Rhodes, donc dans un No Holds Barred match. Donc match qui a duré 18 minutes. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais le premier Chamber a duré 36 minutes, donc c'est quand même énorme. Donc voilà, celui-là a duré deux fois moins, 18 minutes, ça reste quand même vraiment une bonne durée. J'avais un peu peur, je vous dis franchement, de la violence, parce que bah, du coup c'est la PGRA, mais en plus de ça, je dirais la rivalité était bonne et était intense. On parle quand même de Randy Orton qui avait mis un punt kick sur Vince. Il en avait vraiment fait quelque chose de personnel, Orton, il ne pouvait plus voir les McMahon. Et du coup, pour moi, c'était primordial. Je me suis dit, ok, j'ai quand même misé pas mal sur ce match. Il faut quand même que ça envoie du lourd. Voilà, ça doit être violent. Et au final, je trouve que le match a deliver. Voilà, pour moi, le match ne m'a pas déçu. C'était quand même bien violent. Il faut aussi prendre en compte le fait que c'est Shane McMahon. Même si je sais qu'il a fait beaucoup de matchs dans sa carrière, l'air de rien, ce n'est pas un vrai catcheur. Et je trouve que honnêtement, le match était vraiment cool. Pour moi, c'est ouais, vraiment un bon match. Au niveau des armes utilisées, donc, on a eu une chaise, des candlesticks, un moniteur télé. On a également eu une superplex de Orton sur Shane directement sur une table. C'était dans le ring, donc c'était un spot plutôt cool. J'ai également noté que Ted DiBiase et Cody Rhodes étaient venus pendant le match. Bon, ça paraissait assez évident, puisque donc en fait, ils ont attaqué Shane, mais Shane a réussi à s'en débarrasser assez rapidement en fait, puisque donc on avait Ted DiBiase qui tenait Shane. On avait donc Cody qui allait mettre un gros coup de chaise. Finalement, en fait, Shane se tourne et donc du coup, c'est Ted DiBiase qui prend l'impact de la chaise dans le dos. Donc finalement, DiBiase est KO et ensuite il porte un DDT sur Cody directement sur la chaise. Et plus tard dans le match, en fait, Orton va leur demander de repartir en backstage. Sinon également, on avait Shane qui a porté un cost to cost sur, sur Cody. On a aussi donc Shane qui a voulu faire une elbow drop sur Orton qui était sur la table des commentateurs à l'extérieur. Et finalement, eh bien, Orton a esquivé l'elbow drop. Donc du coup, c'est Shane qui a vraiment douillé. Également, j'ai oublié de le préciser, mais quand Shane a frappé Orton avec le moniteur télé, il a saigné. Ce qui était pour moi primordial. Alors c'était pas un bloodfest, je dirais, il a saigné, mais c'était pas non plus abusé, mais au moins il y a eu du sang. C'est tout ce que je demandais, il y a eu du sang, et ça me paraissait totalement légitime vu le contexte, la stipulation et la rivalité. Finalement, donc, à la fin du match, comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, on a Shane qui a réussi en fait à reprendre l'avantage. Il a voulu venger son père, il a voulu porter un pun kick sur Orton, et finalement Orton le contre avec un RKO. C'était d'ailleurs un très joli RKO. Euh, Pas forcément out of nowhere, mais c'était un beau RKO. Et donc voilà, victoire de Randy Orton qui bat Shane McMahon. C'était prévisible, hein, sachant que Shane
sachant que Orton avait gagné le Rumble, ils n'allaient pas le faire perdre contre un non-catcheur, ça n'aurait eu aucun putain de sens. Donc résultat logique, match qui pour moi a répondu présent, je n'ai pas été déçu, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon match. Au niveau de la note, j'ai mis 8 sur 10 et j'ai noté que le Orton de 2009 me manquait parce que c'est vrai qu'il était lunatique, hein, très clairement, le mec devenait fou, et contrairement à Dean Ambrose, il envoyait du lourd. Hein, lui, quand il pétait un câble, c'était vraiment péter un câble. Tu me demandes qui je préfère entre Orton et Ambrose dans ce registre-là. Orton, all day, all night. Hein. Il n'y a même pas hésitation. Ensuite, le prochain match, alors là par contre je vous le dis, ça va être très rapide, c'était pour le ECW Championship. J'ai également noté d'ailleurs que le public en avait absolument mais rien à foutre, le public était mort. C'était donc le champion Jack Swagger face à Finlay, donc là c'était vraiment un duel des générations. Match qui donc a duré 8 minutes. J'ai noté que le ECW Championship à cette époque-là, c'était le Cruiserweight Championship en 2017. Le public n'en avait rien à battre. J'ai noté que Finlay s'est concentré sur la jambe gauche de Swagger au tout début du match. Et lui, Swagger s'est concentré sur le bras gauche de Finlay. Mais c'était vraiment faible. C'était vraiment faible comme match. En plus de ça, on a eu des botches. Donc ça a fait baisser en plus de ça la moyenne du match. Et je vais revenir directement à la fin du match parce que j'ai vraiment rien à dire là-dessus. En fait, Swagger l'emporte avec sa Gut Wrench Powerbomb. Et donc voilà, victoire de Swagger qui conserve le titre. Ça paraît évident, encore une fois. Je voyais pas Finlay devenir champion de la ECW à 50 balais passés. Donc voilà, Swagger bat Finlay. Le jeune bat le vieux, ça paraît logique, évident. Et donc au niveau de la note, j'ai mis 3,5 sur 10. Voilà, donc le match a flingué la moyenne du show et c'est bien dommage. Ensuite, l'avant-dernier match de la soirée, donc pareil là ça faisait pas forcément rêver. C'était Shawn Michaels face à JBL, match qui a duré un peu plus de 13 minutes. Alors, petite explication, pourquoi est-ce que les deux s'affrontaient? Donc, en fait, grosso merdo, HBK, si je me souviens bien, était fauché. Ne me demandez pas pourquoi, le mec est devenu fauché du jour au lendemain. Et il a été obligé, en fait, de travailler pour JBL pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce qui est un peu débile quand on y pense 2 secondes, dans le sens où on sait très bien que le mec est payé par la WWE, mais bon, bref. Hein. Et donc, en fait, au bout d'un moment, voilà, Shawn Michaels, il devait, si vous voulez, aider JBL pour qu'il devienne champion. Finalement, on l'a vu qu'il respectait ce qu'il faisait. Hein. Il a essayé de faire devenir JBL champion, mais c'était à contre-cœur. Finalement, JBL n'est pas devenu champion, et au final, les deux se sont clashés. Et en gros, l'histoire de ce match, c'était que si JBL gagnait, Michaels devait travailler pour lui jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la fin de sa carrière en fait, qui prenait donc du coup fin un mois après. Hein. Et si Shawn Michaels gagnait, il arrêtait de travailler pour JBL. Et en plus de ça, JBL devait lui payer toute la fin de son contrat. Donc voilà. Et il y avait d'ailleurs la femme de Shawn Michaels, Rebecca, qui était au premier rang. J'ai noté que JBL avait dominé vraiment 80% du match facile. Il a vraiment dominé le match. J'ai pas noté grand chose en fait sur le match en lui-même parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Par contre, il y a 2 problèmes de logique pour moi dans ce match. Alors, donc déjà j'ai noté que Shawn Michaels s'était relevé d'une close line from hell, mais c'est pas ça qui m'a dérangé. Ce qui m'a dérangé, alors il y a 2 trucs qui m'ont dérangé. Premièrement, on a JBL qui porte une close line from hell, donc c'est la deuxième du match, et donc vous vous dites, il a tenté de faire le tomber. Non, non. Alors déjà, il s'est relevé, il a rien fait, et au bout d'un moment, il a poussé Shawn Michaels à l'extérieur du ring. Le mec voulait gagner en fait par des comptes extérieurs. Ce qui fait passer JBL pour un gros con. Désolé, là ça le fait vraiment passer pour un mec très très neuneux, très clairement. Mais je veux dire, mais what the fuck, ça n'a aucun putain de sens. Et la deuxième chose qui m'a dérangé, c'est qu'à un moment du match, JBL narguait Rebecca, la femme de Shawn Michaels, et au bout d'un moment, elle en a eu marre, hein, logique. En même temps, en plus de ça, tu te fais insulter par une tête de con pareil, t'as envie de lui mettre une baigne, et ça va pas manquer. Elle lui a foutu une grosse tarte dans sa gueule, et l'arbitre n'a rien fait. Pas de disqualification. Pareil, alors je sais bien que c'est une femme, que c'est pas un vrai coup de poing, c'est une claque, mais c'est un coup quand même en fait. Mais ça n'a aucun... Ça m'a vraiment dérangé. Ça m'a vraiment dérangé.
et ça fait encore une fois passer les arbitres de la VE pour des boulets, hein, très clairement. Et finalement, la fin du match, bah, suite à la claque de Rebecca, Michaels, je sais pas, d'un coup il a eu une seconde vie, hein, une seconde jeunesse, il a sorti tout son arsenal de prises, et finalement il arrive à porter son Switch in Music sur JBL donc pour remporter le match. Victoire de Shawn Michaels. C'était vraiment pas incroyable. C'est pas un mauvais match, mais très clairement c'était vraiment pas fou. Et j'ai noté que JBL, tu peux lui mettre qui tu veux en face. Dans un match simple, sans stipulation, je crois que ce mec-là ne peut même pas pondre un 7,5. Ce mec est vraiment mauvais, vraiment. Je déteste JBL, c'est pas nouveau, mais le mec galère à produire un 6 sur 10 avec Shawn Michaels. Putain, franchement, faut le faire, hein. Ben, JBL, lui, il le fait. Bravo, champion. Et juste avant de passer au prochain match, euh, j'ai trouvé que Rebecca jouait très bien. Rebecca était vraiment triste, elle a commencé à pleurer. Et c'est pas donné à tout le monde de savoir pleurer sur commande. Donc, bah, franchement, respect à elle. C'était peut-être une rivalité qui puait du cul. Mais au moins, non, je trouve franchement bravo. Elle a vraiment bien géré par rapport à ça. Et donc, on va pouvoir enchaîner avec le main event de ce pay-per-view. Donc, c'était le deuxième Elimination Chamber match de la soirée. Ce coup-ci, c'était pour le World Heavyweight Championship. Donc, le champion, c'était John Cena. Et donc, dans ce chamber, il y avait également Kane, Chris Jericho, Rey Mysterio, Mike Knox. Et à la base, on devait avoir Kofi Kingston. Mais Edge, étant frustré d'avoir perdu le titre aussi rapidement, a attaqué Kofi Kingston, l'a balancé dans les escaliers et lui a fait un concerto avec une chaise, directement donc sa tête contre l'escalier. Donc du coup, bah, Kofi a été complètement KO, hein. Il a dû être évacué. Et en fait, Edge s'est enfermé lui-même dans une cellule. Alors encore une fois, ça fait passer les arbitres de la WWE pour des gros boulets, et également en fait les general managers et Vince McMahon et tout ce que vous voulez, quoi. Parce que si les mecs voulaient vraiment jarter Edge, bah, ils avaient juste à rappeler quelques catcheurs du roster pour le dégager, quoi. Donc encore une fois, ça fait un petit peu passer les officiels de la WWE pour des moins que rien, mais l'air de rien, c'était quand même cool, et ça appuyait vraiment le côté Edge qui veut absolument rester champion, et ça a également appuyé son côté ultimate opportuniste. J'ai bien aimé. Et donc, qu'est-ce que je vous ai dit par rapport au premier match? Vladimir Kozlov faisait un peu tâche. Et bien pour celui de Raw, eh bien c'était Mike Knox. Et là, très clairement, Mike Knox, il a jamais vraiment eu, lui, une vraie mise en avant. Donc, sa présence est encore plus bizarre, hein, on va pas se le cacher. Mike Knox à côté de mecs comme Jericho ou Cena, c'est quand même pas banal. Donc, alors au niveau de l'ordre, on a commencé par Jericho et Mysterio. Ensuite, on a Kane, Mike Knox, Edge et Cena qui sont rentrés. Donc, sinon, donc, alors, au niveau des éliminations, donc le premier éliminé c'était Kane qui s'est donc pris un 619 de Mysterio, un Codebreaker de Jericho et un Sitting Senton du haut d'une cellule de la part de Rey Mysterio. Donc voilà, Kane premier éliminé, donc assez surprenant quand même qu'il se fasse éliminer aussi rapidement au bout de 10 minutes de combat. Ensuite, c'est Mike Knox qui s'est fait éliminer au bout de 15 minutes de match par un Codebreaker de Jericho. Ensuite, c'est John Cena qui s'est fait éliminer par Edge. Alors lui, pareil, il a subi le même traitement que le Big Show, hein. Il s'est donc pris un Codebreaker, un 619 et un Spear. Donc il a pris la totale. Cena qui donc est resté vraiment pas longtemps dans le match, lui non plus. Exactement comme Edge en fait. Les deux champions du monde des deux shows, dans les deux chambers, sont vraiment pas restés longtemps. Donc ça c'était au bout de 22 minutes de combat. Au bout de 24 minutes, c'est Jericho qui se fait éliminer par Mysterio, puisque donc le Mexicain retourne le Walls of Jericho en roll-up. Et donc la finale, donc c'était Edge et Rey Mysterio. Très clairement, encore une fois, là le public était très clairement pour Rey Mysterio, qui était très très over à l'époque. J'ai noté que Mysterio avait dominé la finale. Il était vraiment pas passé loin de remporter le match et donc le titre. Vraiment pas mal de near falls, Edge qui en a bavé pour remporter ce match. Et donc finalement à la fin, donc en fait ils étaient à l'extérieur en fait sur le grillage. Et en fait si vous voulez, on a Mysterio qui a foncé sur Edge. En fait Edge l'a balancé
en hauteur en fait, directement dans le plexiglas. C'était super violent, bordel, ça a claqué, ça a fait un putain de bruit. C'était vraiment violent, là pour le coup c'était très clairement crédible. Mysterio, il voyait des éléphants, hein, il était ailleurs très clairement. Et finalement, bah, du coup, Edge remet Mysterio dans le ring, il attend qu'il se relève, enchaîne le spear. Et donc voilà, nouveau World Heavyweight Champion, The Rated or Superstar Edge. Et donc j'ai noté qu'il avait commencé la soirée en tant que champion, il l'a fini en tant que champion. C'est excellent, sans déconner, vraiment. Edge, quand on dit que c'est l'ultimate opportuniste, il n'a pas volé son surnom, sans déconner. C'était vraiment, ça m'a fait plaisir de revoir ce Edge-là, parce que pour moi, il fait vraiment partie de mes catcheurs préférés, parce que c'était un excellent heel, sans déconner. Il marchait tellement bien avec les casual fans et les jeunes femmes et tout ce que vous voulez. Le mec, c'était un hit magnet, sans déconner. Il était excellent dans ce qu'il faisait. Donc voilà, Edge qui commence en tant que champion et finit la soirée en tant que champion. Donc mon bilan de ce match, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé ce match supérieur au premier parce qu'il n'y a pas eu ce problème de rythme en fait. Je trouve que le match a été assez rythmé du début à la fin. Il n'y a pas eu vraiment de moment de flottement. Je dirais juste qu'avec l'entrée de Mike Knox, c'est le seul moment où j'ai senti un peu de flottement et encore c'était moins présent que dans le premier match. Mais sinon, non, c'était vraiment un match très plaisant. Il y a eu vraiment un bon rythme du début à la fin. La seule chose que je peux regretter, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de sang, mais le match était vraiment bon. Donc au niveau de la note, j'ai mis 9 sur 10 et on a très très bien conclu le show. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Et j'ai oublié de le préciser, mais le match a duré 30 minutes. Et bien voilà, écoutez, en faisant la moyenne des matchs qu'on a eu lors de ce pay-per-view, les notes que j'ai mis au final, quand on additionne le tout, on arrive à une moyenne de 6,9 sur 10. Donc c'est une moyenne plutôt sympa. Merci le Swagger Finlay qui a flingué la moyenne finale. Mais donc mon bilan de ce pay-per-view, c'est un bon pay-per-view. Alors malheureusement c'est gâché par le match pour le ECW Championship. On a un match entre JBL et Michaels qui n'est pas foufou, qui est passable, qui est correct si vous voulez. Il n'y a vraiment rien de transcendant. Mais voilà, les trois autres matchs sont vraiment bons. Les trois autres matchs sont quali, on peut le dire. Les deux Chambers sont bons. Préférence pour celui de Raw, qui est pour moi le meilleur match de la soirée. Et puis on a un No Holds Barred match entre Shane et Orton, qui est vraiment bon, sans déconner. Ouais, sans déconner, non, c'est un bon show. C'est en tout cas largement supérieur à Armageddon 2000. Il n'y a pas à chier. Et voilà, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Je vous le conseille ne serait-ce que pour les deux Chambers et le Orton Shane. Donc voilà, c'est un show que je vous conseille. Et voilà. Écoutez, ça m'a fait plaisir de revoir ce show. J'attends de connaître votre avis sur ce pay-per-view, si vous l'avez déjà vu, si vous en avez des souvenirs, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez également de cette décision autour de Edge, qui est très clairement le MVP de ce pay-per-view? J'essaierai certainement de le mettre en miniature de cette vidéo. En tout cas, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas donc à commenter, liker et partager la vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde!